Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la capsule, alors incroyable, bonsoir à toutes et tous, salut Auré, salut le gonfleur d'hélice, salut Gérard, bienvenue dans la capsule. Alors vous avez vu, j'ai soigné un peu les overlays, là, j'ai fait des trucs pour que ce soit un peu plus clean, j'aurais peut-être dû faire ça pour la rentrée, hein, pour la saison 2 de la capsule. Il nous reste... mesdames et messieurs, déjà, comment allez-vous? Moi, je suis en forme ce soir, hein. Salut Jex. Bonsoir le chat, bonsoir Quentin, bienvenue. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous êtes remis du live d'hier, hein? Parce que je rappelle, hier, on était en live sur la chaîne du collectif Conscience avec Sabine de C'est pas sorcier, c'était incroyable. Prêt à partir sur la lune, très bien, et toi? Alors moi j'ai passé une excellente journée, pour tout vous dire, vraiment j'ai passé une super journée. On a terminé des essais là, enfin non, on n'a pas terminé, on a commencé nos essais qu'on avait planifiés depuis 6 mois et tout fonctionne comme sur du papier à musique. C'est trop plaisant de voir ce qu'on avait conçu depuis 6 mois fonctionner enfin, voir les machines se mettre en marche et tout, et avoir les performances qui sont trop bien. Donc je suis trop content. Je peux considérer que mon YGT est un succès et j'en suis très fier. Franchement, j'ai passé une super journée et elle n'est pas terminée, mesdames et messieurs, parce que ce soir, soirée exceptionnelle, hein, soirée exceptionnelle. Mais avant d'inviter notre invité du soir, évidemment dans l'émission, il faut qu'on discute un petit peu, parce qu'hier soir c'était incroyable, comme on dit, incroyable. Le live avec Sabine, c'était fou. Vous étiez là hier soir? Est-ce que vous étiez là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de nouveau fidèles au poste? Salut Kofi, bonsoir. Un outillage qui s'est pété, mais sinon ça va. Bon, ça arrive, on trouve des solutions, il y a toujours des solutions, très bien. Ouais, mais hier soir c'était fou. Sabine trop gentille. On a passé presque 4 heures, je crois, avec elle. Salut Solfra, bienvenue. C'était un live formidable. Ouais, Edendal, yo, présent hier soir. C'était top hier, trop bien. C'est cool de vous revoir ici, c'est trop cool. Je vois que les gens sont fidèles au poste, les gens commencent à s'intéresser à la vulgarisation scientifique sur Twitch. Et ça, j'ai envie de dire bravo. Bravo et merci de soutenir, merci, parce que franchement on l'a pas trop dit, hein, on le dit pas souvent, mais nous on fait rien sans vous, tu vois. C'est grâce à vous, vos petits messages et tout, genre voilà, ça me fait trop plaisir, tu vois, de dire ouais, j'étais là hier soir, c'était trop bien. Et bah voilà, c'est gagné, c'est trop bien, c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et même à des gens qui sont pas forcément familiers avec Twitch ou quoi, parce que ça nous aide. Et alors même, c'est vrai que c'est un type de contenu qui est difficile à regarder aujourd'hui, parce que forcément c'est des émissions longues. Hier on est resté 4 heures, ce soir on va rester encore 2 bonnes heures, donc forcément c'est des contenus où on n'est plus habitué à consommer ce genre de contenu. Aujourd'hui sur YouTube tout va vite, c'est le micro-cut, tout va vite, et 10 minutes ça paraît déjà long. Mais en fait, c'est plus des contenus où voilà, vous pouvez regarder ça, écouter ça, même peut-être en podcast, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment cool. C'est une autre manière d'aborder le contenu. Et je suis content que ça vous plaise. Et on va continuer, évidemment. Alors, on va continuer, mais je vous rappelle que votre humble serviteur va prendre des vacances. Salut Terra, bienvenue. Salut Mijisama, bonsoir. Je vais prendre des vacances, hein. Je vais faire une pause de la capsule, pas une pause de stream. Je vais faire une pause de stream évidemment, mais je vais peut-être stream ici et là pendant les vacances, mais ça sera plus du jeu vidéo, des trucs détente, des choses comme ça. Mais la capsule reviendra que ultérieurement. J'ai pas envie de dire de date, parce que j'allais dire mi-septembre, début octobre, mais en gros quand je serai de nouveau installé et posé quelque part. Pour le moment, entre déménagement, l'été et tout ça, c'est compliqué, hein, d'organiser forcément, d'avoir des gens à l'avance, des gens qui soient disponibles en été, c'est compliqué. Donc même pour moi, ça me bloquait. Donc j'ai préféré dire, allez, pause, et on reprend quand ça sera de nouveau stable. Donc ce qui va se passer, c'est que ce soir,
Ce soir, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1. J'espère qu'il y aura d'autres saisons. Mais c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1 de la capsule. On aura d'ailleurs 10 épisodes en tout, ça va être fou. Et ce soir, on aborde le sujet lunaire. Et la semaine prochaine, je annoncerai l'invité en fin de soirée, après l'émission. Mais la semaine prochaine aussi, on ira sur la Lune. Donc l'émission de ce soir est très liée à l'émission de la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé sur les thématiques lunaires, faut voir les deux. Et au pire, il y aura des replays, vous inquiétez pas si vous loupez des trucs, évidemment. Bonsoir Angélique. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc j'ai dit tout le tintouin sur le contenu, etc. Si vous découvrez la chaîne, que vous êtes venu parce que vous étiez intéressé, n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à sub, à vous abonner pour soutenir les projets de vulgarisation scientifique. Et puis, plus simplement, partagez le contenu sur les réseaux sociaux, des petits likes, des petits retweets, ça aide toujours. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres initiatives de vulgarisation scientifique en direct sur Internet, on n'est pas beaucoup en français, je vous invite à rejoindre ce Discord. Donc je viens de mettre le lien dans le chat. Et sur ce Discord, on rassemble du coup des initiatives de streameuses et streamers qui font de la vulga scientifique. On a des gens comme le collectif Conscience, Théo, qui est président du collectif Conscience, qui fait des émissions très qualitatives sur Twitch. On a Robin qui fait des émissions tous les lundis soirs et parfois les jeudis soirs sur des conférences en live où vous pouvez poser vos questions aussi aux gens. Et puis on a Alice qui fait un peu de jeux vidéo, qui fait un peu de vulga et qui va avoir un live exceptionnel vendredi soir en direct de l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP. Donc ça, soyez là, ça va être super intéressant. Et puis, Théo d'ailleurs, Collectif Conscience ont un Céphalus Live dimanche où ils invitent Axolot de la chaîne YouTube Axolot, trop bien, Patrick Beau. Ça va être trop bien ça aussi. Donc beaucoup de qualité cette semaine, on est sur une semaine très chargée. Donc sur le Discord POC Science, donc c'est extrêmement quali. Il y a Whitney évidemment qui ne pouvait pas être avec nous hier soir malheureusement, mais qui a ses lives de lancement, qui fait du spatial aussi sur Twitch, des jeux vidéo de spatial, et puis ses lives Mission Control où on apprend pas mal de choses. Et Edendal nous rappelle avec justesse la présence du live The Last Jeudi demain. Donc The Last Jeudi, c'est une association qui promeut, qui parle de spatial, qui communique autour du spatial tous les derniers jeudis du mois. Et donc d'habitude ça a lieu dans des bars à droite à gauche en France, mais depuis le confinement, il y a aussi une version numérique. Donc demain soir, le The Last Jeudi sur Twitch évidemment. Et alors toutes ces initiatives sont partagées, relayées avec les gens qui sont sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est pub, etc. J'ai lancé la VOD YouTube, comme ça leur fait une petite piqûre de rappel qu'il faut cliquer. Clique YouTube. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on est parti. Alors aujourd'hui, donc c'est premier épisode de 2 séries lunaires. Donc il y aura la semaine prochaine aussi. Et aujourd'hui donc on invite Bérangère qui travaille à l'ESA et qui va nous parler de la mission Luna 27 et qui va nous parler aussi de comment atterrir sur la Lune et les difficultés liées à l'atterrissage lunaire. Donc j'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la conférence, on va prendre vos questions, je pense qu'elle a le chat aussi, elle pourra regarder. Donc n'hésitez pas vraiment à nous interrompre, à poser vos questions, même si vous rejoignez en cours de route et que vous voyez des gens qui disent bonjour, j'ai pas suivi, dites-leur que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais nous, on va commencer avec les gens qui sont là en ce moment. Bérangère, est-ce que tu m'entends? Bonsoir Bérangère. Bonsoir Corentin, bonsoir tout le monde. Bienvenue Bérangère, bienvenue dans la capsule. Voilà, je dis à chaque fois, mais bienvenue dans la capsule, alors que Daradal nous rejoint, Nono-san aussi nous rejoignent, juste à temps, mesdames et messieurs, pour le début. Bérangère, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Corentin, tout va bien. Moi aussi, j'ai une bonne journée aujourd'hui. Donc, prête à partager avec vous cette soirée, je dirais, lunaire et orientée science et ingénierie.
Trop bien. Et je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de partager des challenges et des défis de l'exploration lunaire ce soir avec tout le monde. Ah bah ça va être super. Moi j'adore recevoir des gens qui juste ont cette passion de communiquer et qui voient en cette émission une plateforme pour parler de ce qu'ils font. On va parler aussi un peu de ton parcours justement, c'est une occasion aussi pour parler un peu de toi, de ce que tu as fait et c'est top. Je suis super content. Est-ce que tu as le chat? Est-ce que tu peux voir les questions, les gens qui écrivent en direct? Oui, je peux voir sur mon autre écran. Impeccable, je vois. Super. Tous les chats. Donc, Bérangère vous lit, hein, n'hésitez pas à écrire vos questions et tout ça. Nous vous lisons. Vous êtes en direct. On est comme si on était sur votre canapé ce soir. Voilà. Alors, l'idée de ce soir, c'est qu'on va commencer par parler un peu de toi. On va commencer par introduire un peu ton parcours et d'où tu viens. Je pense que je vais tout de suite afficher la slide. Voilà, je vois que tu passais en plein écran, c'est parfait. Paf! Impeccable. Impeccable. Alors que le dieu des pigeons de Paris vient de nous rejoindre sur le chat, bienvenue le dieu des pigeons de Paris. C'est un plaisir, un honneur de te recevoir ce soir. Bienvenue. Bienvenue, installe-toi bien. Eh bien Bérangère, je pense que la voie est libre pour toi. C'est juste prêt. On est juste prêt à t'écouter pour parler un peu de ton parcours. D'où viens-tu? Alors, c'est parti. Eh bien, écoutez, moi, je viens de l'ouest de la France. Je viens d'Angers, donc le reste de ma famille est quasi basé à Angers. Donc j'ai fait une petite pub pour ma région. Vous avez peut-être entendu parler des vins de Loire, qui sont une petite production, mais où il y a plein de festivals super sympas à faire pendant l'été. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour cet été dans les conditions particulières du Covid, mais quand même un petit peu de pub pour ces délicieux vins, j'ai pas résisté. Et puis je ne pouvais pas passer à côté de mettre une image des chiens. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être plutôt plus de ma génération que de la génération de Corentin, mais ouais. J'ai vraiment extrêmement rigolé avec ces humoristes et je dois dire que mes racines sont avant tout sartoises et mayennaises. Donc oui, je viens de la campagne sartoise et mayonnaise et aujourd'hui, je suis ravie d'être dans le spatial à un niveau européen. Voilà, comme quoi on peut venir de n'importe où, on n'a pas besoin forcément de venir des plus grandes écoles de Paris ou de Je ne sais où pour travailler dans le spatial. Et moi, pour la petite anecdote, c'est les inconnus qui m'ont bercé, hein. C'est les inconnus. Moi aussi, je connais quand même Corentin, mais ouais, les deux chiens, ça m'a toujours vraiment bien fait rire. Bah écoute, très bien, c'est une très bonne entrée en matière. Alors voilà, donc t'as fait Supélec apparemment. Donc, j'ai quand même fait une école parisienne parce que, bon, après le lycée que j'ai fait à Angers, j'ai fait une prépa. J'ai décidé pour partir pour faire en fait de la physique. J'étais pas branchée particulièrement maths. J'aimais aussi beaucoup la littérature, la philo. Mais bon, fallait bien faire un choix. On dit souvent qu'il y a plus de débouchés dans les sciences, l'ingénierie. Je me suis lancée. Et au bout de cette prépa, j'ai eu Supélec. Je dois dire qu'en fait, je voulais Supaéro et que je l'ai raté. Je l'ai raté, j'ai pas voulu recommencer et je me suis dit, bon, de toute façon, je trouverais bien une façon de retomber sur mes pieds. J'ai toujours aimé quand même une petite fibre ou peut-être une grande fibre pour le spatial. Je sais pas exactement d'où ça vient, je peux pas dire. J'ai été bercée dans les technos, je dirais, depuis que je suis petite parce que mon père a une entreprise à Angers de recherche en électronique. D'accord. Et une petite PME avec aussi une ligne de production. Donc, on produit innovant en fait, beaucoup basé à base d'électronique. Donc on en discutait quand même pas mal à la maison et ouais, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans et j'ai toujours eu une fibre en fait pour le spatial et pour les vols habités. Super, c'est super intéressant. Et donc après c'est ça qui t'a amené alors comment est-ce que t'en es arrivé? Donc après Supélec, tu as été diplômé de Supélec et tu es parti au MIT ou c'est parce que tu as fait un partenariat dans le cadre de tes études? Oui, en fait, j'ai fait un partenariat dans le cadre de mes études. On pouvait partir en 3e année, comme je pense ça se fait beaucoup. On pouvait partir à l'étranger.
En fait, j'avais repéré depuis pas mal de temps un labo qui me plaisait au MIT, qui, je dois dire, est unique en son genre. Il a changé de nom aujourd'hui. Quand j'étais au MIT au début des années 2000, il s'appelait le Man Vehicle Laboratory. Aujourd'hui, il a été rebaptisé Human Systems Laboratory. Et en fait, c'était complètement fascinant, les études qu'il faisait. Il faisait des études pour tout ce qui est les systèmes humains liés aux astronautes. Et c'était très, très vaste, en fait. Ça couvrait autant le design de cockpit, par exemple, même dans des avions, mais aussi dans des capsules, dans des véhicules habités pour l'espace. Ça couvrait tout ce qui est combinaison spatiale. Donc, pendant que j'y étais, on a eu une combinaison spatiale de la NASA pour faire des études. Donc, des études de nouveau aussi, combinaison spatiale pressurisée. On a fait pas mal d'études en centrifuge. Et puis moi, en fait, j'ai fait pas mal de réalité virtuelle de façon, en fait, à entraîner les astronautes à se repérer dans l'espace avant qu'ils partent. Parce que, dû à la microgravité, en fait, nos sens ne sont pas stimulés de la même façon. Et on peut perdre l'orientation. Donc, il arrive que certains astronautes soient très sensibles à ça et ils perdent beaucoup en efficacité et c'est très dérangeant pour eux. Donc, il y a pas mal de programmes qui essayent de mettre ça en place pour les entraîner avant qu'ils partent et éviter ce sentiment de désorientation. Et donc, tu as eu l'occasion de tester ça en 0G ? En fait, ouais, j'ai eu l'occasion de tester ça en 0G. J'ai eu beaucoup de chance parce que ce qui s'est passé, c'est que mon labo avait un partenariat avec, il me semble, une université à Bordeaux. Et ils m'ont demandé de participer à une expérience dans un vol parabolique. Donc, j'ai fait un vol parabolique à cette occasion-là en France. J'ai été sujet, en fait, d'une expérience. En fait, c'est pour savoir quels sont nos réflexes cognitifs quand on lance, en fait, une balle en microgravité. Et du fait qu'on a des récepteurs dans les coudes, dans les genoux, etc., on n'obtient pas les mêmes signaux, aussi pas les mêmes signaux visuels, et donc notre cerveau marche différemment. Et il y a pas mal d'études là-dessus. J'ai pas pu prendre de médicaments du fait que j'étais un sujet d'expérience, donc ça a été aussi un peu sportif, mais j'en ai un souvenir qui, je pense, me restera à vie. Et en fait, j'ai plus aucune bande son. Je sais pas, je me souviens plus aucun son de mes campagnes de vol parabolique. Je sais pas pourquoi. Il y avait pas de caméra. T'as des images, non? Ouais, comment ça, j'ai des images? Comment ça, plus aucun son? C'est-à-dire que tu t'en souviens plus des sons, mais Non, je me souviens pas. C'est un des rares souvenirs que j'ai d'une chose qui m'a marqué où je ne me souviens. J'ai eu l'impression que j'entendais rien. C'est très bizarre. Et même quand tu revois les vidéos, tu raccroches pas au... Quand je revois les vidéos, ouais, je dois dire que j'en ai quand même peu. Mais j'ai été ça m'a très impressionnée, très impressionnée. Et le fait d'être concentré sur son corps pour comprendre un peu comment le corps réagit, parce qu'on sent les entrailles qui montent et qui descendent, en fait, fait que tu es tellement concentré que, ouais, c'est une expérience absolument unique. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui auront l'opportunité, peut-être dans le futur, d'en profiter. Ah ouais, c'est clair. Alors, moi, le premier, je serais très ravi d'essayer ça. Mais t'as eu beaucoup de chance, c'est super, c'est super. Et donc, après cette expérience-là, donc au MIT, c'était quel type de contrat? C'était une thèse? Au MIT, en fait, j'ai fait mon master là-bas. Donc, c'était un double diplôme avec Supélec. Et j'ai fait mon master et j'avais en fait ce qu'ils appellent un Research Assistantship. Donc, en fait, c'était royal parce que j'étais aussi payée par une bourse de la NASA. Oh là là. Donc vraiment bien, j'ai fait des trucs incroyables. On a testé des systèmes d'extravéhiculaire activité dans les piscines du MIT. Enfin bon, avec le département d'Ocean Engineering. En fait, ce que j'ai vachement aimé au MIT, c'est que c'était très multidisciplinaire. Et qu'en fait, les liens entre toutes les disciplines engineering étaient hyper faciles à établir. Donc, on faisait beaucoup de choses entre gens qui venaient de backgrounds différents. Et ça reste quand même mon lien. C'est assez conducteur dans mon parcours. J'ai toujours été beaucoup plus, je dirais, j'appelle ça une approche système, en fait, pour essayer de mettre toutes les disciplines d'ingénierie ensemble et essayer de comprendre quand est-ce qu'on peut faire, en fait, un compromis sur une discipline et laisser plus de place à l'autre, etc. Et ça, j'ai beaucoup vu au MIT, peut-être un peu moins à Supélec de mon temps, qui était beaucoup plus orienté electrical engineering, information technology. Mais je pense que les choses changent et après, ça dépend aussi des intérêts qu'on a, parce qu'on a aussi besoin beaucoup d'experts très pointus. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, super intéressant. Super intéressant. On va voir justement comment cette expérience t'a amené à toujours garder cette vision système sur les projets que tu mènes aujourd'hui.
Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Ouais. Alors, Voilà. en fait, ouais, après, je suis rentrée à l'ESA à l'origine pour pas très longtemps, sur un contrat court. Et puis, je voulais travailler sur du vol habité. Et en vol habité, il y avait des projets dans le directorat Human Spaceflight. Et j'ai réussi à décrocher donc ce poste pour travailler sur des systèmes ce qu'on appelle de life support. Donc c'est aussi des systèmes qui en fait permettent à l'astronaute en fait de vivre dans l'espace, mais c'était aussi sur des systèmes de recyclage. Donc cet aspect-là me plaisait. L'idée c'était en fait de capter le CO2 qui était exhalé par les astronautes Ouais. et ensuite de casser la molécule et de retrouver l'oxygène en fait. Ouais, Et faire ça. ça fait un lien avec l'émission de la semaine dernière parce qu'on a reçu Lucie qui travaille en postdoc à la NASA elle étudie les plantes dans l'espace et justement la production de nourriture dans l'espace à base de plantes, voire même peut-être utiliser les plantes justement pour intégrer ça dans le système support vie, comme le fait un peu le projet Mélissa à l'ESA. Exactement, bah c'est tout à fait en lien avec le projet Mélissa. Vous avez peut-être parlé de compartiments ou de sous-systèmes de Mélissa. Et c'est exactement ça en fait. C'est une partie, ça peut être une partie d'un système de recyclage et dedans tu peux après ajouter les plantes, tu peux ajouter des bioréacteurs, etc. Il y a plein de choses possibles de façon à fermer la boucle. Ouais. La seule chose en fait, c'est que c'est aussi très proche de solutions terrestres. Hein. Ce sur quoi j'ai travaillé en fait, c'est surtout des électrolyseurs qui permettent de casser la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Donc c'est aussi beaucoup regardé sur Terre aujourd'hui, mais évidemment dans l'espace ça marche différemment parce que on n'a pas de principe de gravité qui permette de séparer. Et tous les systèmes en fait multiphasiques dans l'espace sont très compliqués. Donc les modélisations sont multiphasiques, hein, liquide, gaz, etc. sont très compliquées. Donc avant de lancer quelque chose, on approche toujours ça par des petits morceaux qu'on essaye de démontrer les uns avec les autres. Et donc là, la photo n'est pas de super bonne qualité, mais vous voyez peut-être sur la slide que j'ai mis, c'est une expérience qui fait environ 60 kilos. Et quand je suis rentrée en fait pour mon premier poste, j'ai volé dans les 3 ans qui sont venus cette expérience à bord d'une capsule russe en fait d'expérience en microgravité qui s'appelle Photon M3. Et l'expérience a été formidable parce que bon, j'ai été jusqu'aux opérations. On a eu des problèmes, ça n'a pas été comme on voulait. Mais j'ai fait tout le parcours. J'ai passé 1 mois en Russie pour faire l'intégration avec toute l'équipe industrielle. Ça a été vraiment une expérience. Ouais. C'est un peu ce qui m'a en fait bien hooké en fait à l'endroit où je suis. Et ouais, c'était vraiment vraiment très très intéressant. Et je n'avais jamais entendu parler de Photon M3. Elle existe toujours, tu crois, cette capsule? Alors en fait, M3, c'est parce qu'on avait plusieurs missions. La capsule Photon existe toujours. C'est une capsule en fait qui, comme souvent les principes russes, j'y reviendrai, mais c'est une capsule qui a été utilisée, je ne sais pas la première, mais qui est aussi beaucoup utilisée par les Russes. Et je pense qu'elle est adaptée en fait de temps en temps à certaines expériences en microgravité, dans lesquelles en fait ils ont beaucoup de partenaires. Ça peut être russe, mais ça peut être aussi d'autres pays qui volent leur expérience à l'intérieur. On était la plus grosse payload d'abord en fait, avec ses 60 kilos. Et comment elle est lâchée d'un avion? Ah non, elle est lancée par un lanceur. Donc j'ai assisté au décollage en Russie, à Baïkonour en fait. Elle est lancée d'un Soyouz. Et elle fait un vol suborbital et elle revient sur Terre. Elle fait un vol suborbital et après tu récupères le hardware en effet. Il te redonne le hardware. D'accord, ok. Ah, ça fait un peu un gros Rexus Bexus. Je sais pas si tu connais. Si, complètement. Ouais. On avait Emmanuel aussi qui était venu, YGT à l'ESA, qui travaillait, qui nous avait parlé un peu de ces projets-là. Donc c'était intéressant aussi. Super intéressant. Ouais. Et alors on va voir que justement dans ce partenariat avec la Russie, il te suit encore aujourd'hui. Eh bien, je l'ai quitté pendant un petit moment parce qu'après j'ai travaillé aussi sur les SS. Là, j'ai mis une photo sur le Nœud 3 qui est un morceau de l'ESA, qui a une cupola. Là, ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez. Tu peux bouger ta souris, on voit ta souris. Ouais.
Et ça, en fait, c'est un morceau qui est quand même que je trouve assez fascinant parce que tout ça, ça s'ouvre à la fin. Et c'est le seul endroit de l'ISS où on peut avoir une vision à 360 degrés. Même je pense qu'en fait, il y a quand même des morceaux qui dépassent de l'ISS et que la vision à 360 degrés est quand même pas pleine. Je pense que d'un point de vue d'expérience humaine, c'est quand même assez exceptionnel. C'est de là que tous les astronautes font les plus belles photos et tout. Exactement. Ouais. Exactement. T'as travaillé sur quoi, du coup, sur ce je suis restée sur le live support, mais en fait, t'as pas mal de... J'ai travaillé là sur la vérification, en fait, de systèmes de live support qui étaient beaucoup plus simples que ce que j'avais fait sur la capsule Photon, et qui étaient plutôt des pompes, des choses comme ça. D'accord. Super. Donc, voilà. Et puis... Petit à petit, en fait, et c'est un hasard, hein, je me suis retrouvée dans un bureau en face d'un collègue qui était sur d'autres projets, qui était sur des projets d'exploration, en fait, à l'ESA. Et il couvrait, en fait, il était responsable des technologies, des développements de technologies lunaires et martiennes. Et on a commencé à discuter. J'ai commencé les expériences sur lesquelles je travaillais avant et l'ISS, le Nœud 3, commençait à être en fin de projet. Et donc, j'ai basculé rapidement vers encadrer des développements de technologies pour Mars et la Lune, et surtout rapidement, côté système, à suivre des études de mission, en fait. Donc, ce qu'on appelle des phases A, qui sont des études de faisabilité, où on essaye de comprendre en fait quelle est la définition des besoins de la mission, et on fait un premier design assez rapide pour comprendre si on parle d'une mission qui fait 1 tonne ou si on parle d'une mission qui en fait 10. Pour dégrossir les traits, quoi. Juste... Dégrossir les traits pour pouvoir comprendre est-ce que c'est faisable, pas faisable, où est-ce qu'on met les pieds, etc. Et en fait, j'ai démarré comme ça en ingénieur système pour suivre ces études. J'ai démarré sur des missions en fait martiennes. Notamment Mars Sample Return, qui n'a pas encore été fait aujourd'hui, mais qui est une mission très très compliquée. Je dirais le cauchemar, j'ose dire le cauchemar de l'ingénieur, tellement il y a des éléments différents, des choses à intégrer, mais aussi très très inspirant. Et puis j'ai basculé rapidement en fait par opportunité vers devenir de plus en plus responsable d'une mission européenne lunaire qu'on a commencé à étudier en 2009-2010. Et donc je me suis retrouvée responsable en fait d'un contrat qui allait jusqu'à même un peu plus loin que la phase de définition, avec beaucoup en fait de développement hardware et software, de façon à avancer la maturité pour comprendre vraiment si on est capable de le faire. Alors, je vais juste traduire parce que je sais qu'il y a mes grands-parents qui regardent. Hardware, c'est quand il y a vraiment un système physique, c'est-à-dire un mécanisme ou quelque chose de dur, de palpable, disons. Software, c'est logiciel, donc tout ce qui est électronique embarqué, le logiciel à bord dans l'électronique. Et alors qu'on est rejoint par Thierry, évidemment. Thierry, salut Thierry, qui est passé dans la capsule aussi il y a quelques semaines. C'est trop bien, c'est cool qu'il puisse faire coucou. Salut Thierry. Le collègue de Bérangère. Et Thierry qui a travaillé avec moi, on a travaillé ensemble à vrai dire sur ces missions lunaires. C'est trop sympa. En ingénierie système là aussi. Ouais, il était ingénieur thermique avec nous, on travaillait ensemble. Ah, mais c'était des missions. Ok, d'accord. C'est super intéressant. Super intéressant. Non. Ouais. C'était le bon temps, nous dit-il. Maintenant, il est cantonné sur des télescopes spatiaux futurs. Bon, voilà, c'est... Il va se plaindre. Moi, je suis restée sur la Lune. Thierry, il a regardé d'autres choses. C'est aussi super intéressant. Bien sûr que c'est super intéressant. Super. On va pouvoir. C'est super intéressant, c'est super bien introduit. On a vraiment compris ton parcours et comment ça s'était enchaîné avec ce petit hasard, tu vois, de se retrouver dans le même bureau que quelqu'un qui finalement t'introduit au monde de l'ingénierie système pour les technologies martiennes et lunaires, et puis ensuite que t'as maintenant toujours pas quitté, quoi. Non. Donc aujourd'hui, en fait, depuis plus de 5 ans, je suis responsable d'un certain nombre d'activités qu'ont découlé de ce projet d'atterrisseur lunaire européen que j'ai quand même drôlement dans mon cœur, mais qui malheureusement a pas été approuvé par tous les pays européens comme une mission qui allait être implémentée.
Et ça, c'était en 2012. Donc, le coup, je ne peux pas cacher, a été dur. Et avec l'équipe qu'on avait, on s'entend très bien et on a réfléchi à comment, en fait, rediriger ce qu'on avait développé et essayer quand même, à la fin, de le faire voler dans l'espace. Parce que c'est très bien sûr, de faire des développements technologiques à terre, etc. Pour moi, la mission de l'ESA et ce pourquoi je suis rentrée à l'ESA, comme je pense beaucoup de gens qui rentrent dans le secteur spatial, c'est quand même de voir les choses voler un jour. Et donc, on a dû se recentrer. Il a fallu aussi qu'on diminue nos ambitions parce qu'on a vu qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir le soutien politique de tous les États européens pour faire une mission lunaire qui était, je dirais, une mission robotique, avec, on parle d'une charge utile, donc d'instruments, on parle d'une masse d'instruments d'environ 60 kg, c'est pas énorme. Okay, c'est pas énorme. Mais arriver à la surface lunaire, j'en parlerai un peu plus tard, c'est pas simple, ça demande beaucoup de fuel et ça demande énormément de systèmes autour. Donc en fait, ce qu'on lance, ça peut être très lourd, ça peut être typiquement, c'était autour de 3 tonnes et on récupère 60 kg de charge utile. Le ratio est pas bon. Le ratio est pas bon. Donc, en fait, il a fallu qu'on réfléchisse un petit peu où est-ce qu'on veut garder notre investissement, comment réorienter tout ça. Et on a décidé de se focaliser, en fait, sur 2 sous-systèmes particuliers, et j'y reviendrai. Ouais. Donc, quand je dis sous-système, parce que j'essaye aussi de vas-y, n'hésite pas. De traduire, c'est en fait une partie uniquement du satellite, une partie de l'atterrisseur. Et je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Exactement. Et alors justement, tu es allé l'afficher, justement, cette image a été publiée par l'ESA il y a peu de temps. Oui. On l'a pas vu, c'était il n'y a pas longtemps. Et elle résume un peu les projets des différentes agences spatiales vers la Lune, à la fois du côté institutionnel, donc les agences publiques, et le côté commercial, avec les entreprises qui veulent aller vers la Lune. Et c'est intéressant de voir que dans la décennie qui arrive, donc on parle de 2020 en haut à 2029 en bas, en 10 ans, on va avoir quand même, j'ai pas compté, mais il y a une bonne vingtaine de missions, non ? Oui. Alors, juste pour mentionner pour tout le monde rapidement, parce que donc sur la gauche, ce sont les missions institutionnelles, sur la droite, c'est l'arrivée du secteur commercial. Donc, on voit qu'il y a en fait quasiment, enfin pas autant, mais presque de missions commerciales que de missions institutionnelles. Donc, aujourd'hui, la Lune, je dirais, est restée assez... on n'est pas retourné sur la Lune, disons, après Luna 24 en 1976. Donc, c'était la dernière mission qui a atterri sur la Lune. Puis après, il y a eu quasiment 25 ans ou plus, jusqu'avant que de nouveaux satellites uniquement en orbite soient lancés par la NASA. Et on voit donc aujourd'hui, dans les années les plus récentes, il y a eu complètement un nouvel éveil de l'intérêt lunaire, et ça pour plusieurs raisons. J'y reviendrai. Et je pense qu'il est très intéressant qu'il y ait en effet de nouveau un intérêt institutionnel à travers le monde, parce qu'on voit que ça couvre de nombreuses agences spatiales, et aussi pas forcément que des grosses agences spatiales comme la NASA, bien sûr, ou comme la Russie qui a déjà été. Il y a des nouveaux entrants. Le plus gros nouvel entrant, certainement, c'est la Chine, et j'y reviendrai, car le parcours qu'ils ont fait est très impressionnant. Et on a aussi de nouveaux entrants comme l'Inde, Israël, etc. Et bien sûr, tous les aspects commerciaux qui est en train de, je dirais, de beubler, de complètement... exploser, quoi. Exploser, aux États-Unis surtout, mais je tiens à le préciser, avec quand même des participations européennes, d'industrie ou de groupes européens. C'est important. Et alors... moi, ce qui m'avait fait tiquer en voyant cette image, c'est la mission commerciale avec le drapeau ESA en 2027. Est-ce que tu peux détailler vite fait ce que ça veut dire ? Alors, ok. Peut-être que je peux distinguer ici. Donc ça résume tous les projets, ou bien qui sont approuvés en implémentation, en tout cas du côté de l'ESA, ou bien des projets qui sont en étude, donc en phase de faisabilité.
Donc, si on regarde ici, les missions, la participation de l'ESA, les contributions de l'ESA aux missions russes que vous voyez là, donc toutes les Luna 2021, 2024, 2025, le programme est approuvé. Donc, on a le budget disponible normalement pour aller jusqu'à la fin. D'accord. Une autre mission, maintenant, ça c'est des petites missions robotiques. Quand je regarde les missions humaines, on a toutes les Artemis. Je reviendrai là-dessus, où l'ESA aussi contribue avec un morceau très important du vaisseau de transport des astronautes, qui est aussi approuvé, et sur lequel on a une participation très régulière, comme on peut le voir sur ce schéma. Maintenant, il y a, je dirais, 2 missions aujourd'hui qui sont en étude. C'est ce qui est indiqué ici en 2029, donc EL3. Et ça c'est European Large Logistic Lander, et c'est ISRU. C'est 2 scénarios de missions différents, avec des capacités de charge utile très importantes. On parle, en tout cas, pour ce cargo lander là, on parle cet atterrisseur de logistique, on parle d'environ 1 tonne. Et pour l'ISRU, tu posais des questions en effet. Il y a des études qui ont démarré, en effet, avec des partenaires commerciaux européens, pour voir un nouveau schéma de coordination, je dirais, entre l'ESA et l'industrie, mais aussi de voir ce qui est possible de faire en in situ resource utilisation, donc en utilisation des ressources, avec un paquet en fait de démonstrations, et donc une plateforme quand même importante, parce que on peut pas faire une démonstration, je dirais, très élaborée si on n'a pas plusieurs centaines de kilos. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment besoin beaucoup de charges utiles, parce qu'il y a beaucoup de choses à amener, quoi. Il y a beaucoup de choses à amener, et aussi toute la question de ces technologies, c'est comment on peut les adapter en taille, parce que on peut démontrer quelque chose à une petite taille dans un certain dimensionnement, mais quand il s'agit de le faire à des tailles complètement différentes, évidemment, les challenges peuvent être complètement différents. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben écoute, c'est tout à fait clair, et ça nous promet un avenir radieux sur la Lune en tout cas. Il y a quand même beaucoup d'initiatives, et moi le premier, je suis tout à fait enthousiaste à l'idée d'avoir autant de missions vers la Lune dans les années 2020. Ça va être fantastique, hein. On va vivre une décennie historique. Donc oui, je crois que c'est bien parti. Ça c'est sûr. Bon, alors hop, attends.